Bienvenue à tous et à toutes. Après un quart de siècle d'euphorie, le constitutionnalisme africain est à nouveau sur la sellette. Le malaise général dont souffrent les constitutions en Afrique s'appelle révisionnisme frénétique. Du Burundi au Rwanda, en passant par le Burkina, le Congo, le Togo ou la Côte d'Ivoire, les crises politiques qui secouent l'Afrique contemporaine ont pour point nodal la bataille autour du verrouillage ou du déverrouillage des constitutions. La constitution étant devenue faiseuse de rois, moyen de limitation de l'accès au pouvoir ou de pérennisation ad vitam aeternam. Qu'est-ce qui explique que les luttes politiques se soient translatées des urnes vers les parlements ou s'écharpent ou se taillent sur mesure des constitutions pour des dirigeants? Comment sortir de l'impasse constitutionnelle qui touche les pays d'Afrique francophone en particulier? Pour ausculter le malaise des constitutions africaines, Décryptage reçoit un habitué de cette émission, un avocat qui a le verbe haut, qui communie dans la Sainte Église du suffrage universel, attaché au culte du respect du droit et de la volonté populaire. Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo, est mon invité dans ce nouveau numéro de Décryptage. Merci à vous, cher maître, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aborder de front et à fond cette question du néoconstitutionnalisme ou du constitutionnalisme en Afrique. Alors, pour aller très très vite, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette manie à tripatouiller les constitutions en Afrique? Je crois qu'il faut faire un distinguo quand on parle de constitutionnalisme africain, parce que en fait, le syndrome n'existe que dans l'espace francophone. Vous remarquerez que dans l'espace anglophone, enfin dans les anciennes colonies britanniques, il n'y a que 3 pays qui souffrent de cette pathologie. J'ai nommé la Gambie, l'Ouganda et le Zimbabwe, pour des raisons qui sont difficiles à expliquer, mais en tout cas qui sont liées à l'histoire de ces pays et à la personnalité de ceux qui les dirigent à l'heure actuelle. Mais dans tous les autres pays de l'espace anglophone, nous n'avons pas le même phénomène. Pourquoi? Et également dans l'espace lusophone, regardez, le Cap-Vert et le Mozambique sont des démocraties exemplaires aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous toujours en souffrance dans l'espace francophone? Je pense que fondamentalement, il faut faire une recherche épistémologique du problème pour pouvoir proposer des solutions. À mon avis, le malaise provient de la matrice dans laquelle on a conçu la science constitutionnelle dans l'espace francophone. C'est-à-dire que les constitutions, vous allez voir dans les 14 pays francophones à peu près, elles sont toutes taillées dans le moule de la Constitution française de 1958. Et elles ont été écrites à la lueur du discours de la Baule. Ce qui fait que, en fait, dans cette hâte, vous avez parlé tout à l'heure d'euphorie, dans l'euphorie des années 90, on s'est doté de nouveaux tests constitutionnels. Et en général, vous avez vu qu'il y avait quand même un remous. Il y a eu à chaque fois une confrontation de la classe politique aux dirigeants du moment, qu'on avait appelé les opposants. Oui. Et ces constitutions ont été inspirées par des opposants dans la hâte. Et dans cette hâte-là, ils ont pris pour modèle la Constitution française, qui n'est absolument pas adaptée à nos réalités. C'est la raison pour laquelle on a du mal à ajuster en fait, notre existence politique à la loi fondamentale que l'on s'est donnée. Mais maître, la Constitution française n'est pas un frein à l'alternance. Absolument pas. En France, il y a de l'alternance. Qu'est-ce qui fait que... pourquoi est-ce que nous n'inspirons pas de cela? Vous faites très bien de faire cette remarque. Regardez, au Bénin, ça se passe très bien. Au Sénégal aussi. Nous sommes toujours dans l'espace francophone. Mais vous allez voir que, en fait, il y a quelque chose dans, je dirais, le noumen béninois qui a fait que la mayonnaise a pris au Bénin mieux que partout ailleurs. Ce pays a été précurseur. Hein. Il est précurseur parce qu'il y a dans la culture des hommes politiques béninois une culture du consensus et de la non-violence. Il y a toujours des débats extrêmement vigoureux, houleux parfois, mais jamais il y a eu des accès de violence dans ces 2 pays que je viens de citer, le Sénégal et le Bénin. C'est la raison pour laquelle ces 2 pays sont des exemples. Par le fait que l'armée ne soit pas très puissante dans ces pays-là. Qu'elle n'était pas puissante. L'armée n'est pas au pouvoir. Cela s'est passé à un moment où l'armée était au pouvoir. Au Bénin, il y avait Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou qui était au pouvoir. Il aurait pu très bien utiliser sa soldatesque
pour faire taire son opposition. Mais on a dû le salut à la personnalité de Mathieu Kérékou. Je crois que l'histoire lui doit au moins cette gloire-là, parce que bon, c'est sa gloire, c'est son œuvre. Il est véritablement le père de la démocratie béninoise. Au Sénégal, le président Senghor a été aussi un précurseur. Il est le premier à avoir quitté volontairement le pouvoir après 20 ans d'exercice. C'est rare chez nous, en Afrique francophone. Le poète président. Absolument. Donc, vous voyez qu'il y avait la veine poétique, même dans l'exercice du pouvoir. Donc, il a su quitter le pouvoir en étant encore au sommet de sa gloire. Ça, il fallait être poète pour trouver la formule. Donc, vous voyez, voilà. En fait, je pense que ce sont des pistes d'analyse. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut procéder à une analyse épistémologique du mal, il faut le rechercher plutôt dans ces origines-là. Alors, on l'a observé, il y a une inflation de réformes qui touche en ce moment l'Afrique. J'ai listé un certain nombre de pays dans mon introduction. Oui. Et souvent, les batailles politiques se mènent autour de ces enjeux constitutionnels ou de réformes institutionnelles. Mais quels sont, à proprement parler, les enjeux qui sont poursuivis par ceux qui tripatouillent Bien. Alors, quand vous parlez des enjeux, les enjeux, c'est la survie. C'est la survie d'un système, d'un régime. Vous remarquerez que les pays où la chose est le plus virulent, c'est toujours des pays où, en règle générale, c'est le régime ancien qui lutte pour sa survivance, ou qui est parti, mais qui est revenu par la fenêtre. On l'a chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre. Par la fenêtre, justement, à la faveur d'élections qu'on a organisées de façon totalement factice, et où, en règle générale, bon, le chef de l'ancien système est revenu au pouvoir et maintenant s'est arrogé les moyens pour pouvoir y demeurer. Ad vitam, c'est leur volonté à tous. Parce que, si vous voulez, l'excuse du travail inachevé dans les mandats précédents, qu'on veut achever à la faveur d'un nouveau mandat, c'est quand même une supercherie. C'est une tartufferie complète. On ne peut pas continuer tout le temps à nous servir cette excuse-là parce que tout le monde sait que ce n'est pas pertinent. Maître Sosa, tout à l'heure, vous expliquiez que nos constitutions sont des pâles copies de la constitution française, en tout cas dans l'espace francophone en Afrique. Quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses qui expliquent cette difficulté-là que nos pays connaissent sur la voie de la démocratisation? Et vous avez cité l'espace anglophone africain comme modèle. Et qu'est-ce qui fait que ça marche là-bas et que ça casse chez nous? Oui, c'est culturel. Vous savez, vous regarderez historiquement, si on essaie d'historiciser un tout petit peu la lecture de l'évolution de nos sociétés et du juridisme constitutionnaliste, justement, en Afrique, vous remarquerez que dans la plupart des pays francophones, en règle générale, à quelques exceptions près, c'était les militaires qui ont été au pouvoir. Donc en fait, le pouvoir qu'ils ont su maintenir à la force de la baïonnette, ils ont réussi à le conserver par un système de jeu, en jouant justement on va dire, le concept d'état de droit, qui a permis du coup de jouer sur les mots en installant au pouvoir à peu près les mêmes personnes, les mêmes acteurs, et on a toujours à l'œuvre les mêmes ressorts, parce que en règle générale, comment ça se passe? Vous avez vu, il y a 3 semaines au Congo-Brazzaville, bon, il a suffi de cadenasser le pays, de mettre tout le monde sous coupe réglée, de mettre dehors un peu plus de militaires que d'observateurs, et finalement le jeu était fait. C'est une mentalité, c'est une psychologie de captation de pouvoir. Et ils sont tous, en fait, dans un réflexe paranoïaque. Le pouvoir va leur échapper, comment faire pour le conserver? C'est le même problème qu'on observe partout. Regardez, Blaise Compaoré, c'était un militaire. Tandian Mamadou, quand il a fait, c'était un militaire. Sassou Nguesso, c'était un militaire. Enfin, c'était un militaire. Et c'est toujours la même chose, vous voyez. Et à chaque fois, on a l'impression que... Bon, quand je faisais allusion tout à l'heure au mimétisme de nos constitutions justement, à la Constitution française,
remarquez quand même une chose. La Constitution de 1958, elle a été l'œuvre de Michel Debré. Michel Debré est un gaulliste viscéral, je dirais même un gaulliste fanatique. Il était en amour devant De Gaulle, qui était un militaire. C'est une constitution taillée sur mesure pour un grand homme. Pour un grand homme qui était le Et chef. le costume, aujourd'hui, se montre trop grand pour un Hollande ou un Sarkozy qui ont eu du mal à entrer Exactement. dans ce Ils costume-là. ont du mal à l'endosser et vous verrez que, en fait, comme on a utilisé cela comme moule et que nos chefs, qui étaient d'anciens militaires... Ça cadrait avec le contexte un peu. On avait des hommes forts également. Absolument. Voilà, c'était des constitutions. C'est une constitution pour un homme fort. Et vous verrez que dans la logique de ces constitutions, il faut que le pouvoir appartienne au chef et pas au Parlement, ou bien à un Parlement soumis. Autrement, la logique ne fonctionne pas. Parce que c'est le problème. c'est difficile de se retrouver en situation de cohabitation dans les pays francophones. Les présidents font tout pour avoir le Parlement à leur botte. Absolument. En même temps, l'une des critiques régulièrement formulées contre la Constitution de 1958 dont vous parlez, taillée sur mesure par et pour De Gaulle, c'est que ça tue la vie démocratique à la base. Et ça concentre l'attention sur l'élection présidentielle. Il y a un présidentialisme qui est un peu, qui concentre toute l'attention. Absolument. C'est ça, peut-être, qui explique l'absence d'alternance également, parce que tout se joue là en ce moment, et puis les gens négligent les échelons intermédiaires. Vous avez fait une remarque excellente. Et ça m'oblige à revenir encore au parallèle que nous faisions entre l'espace francophone et l'espace anglophone. Remarquez une chose, l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni n'a pas de constitution écrite. Donc il y a une pratique qui s'est installée depuis au moins 12 siècles maintenant, qui a permis aux hommes politiques anglais de pouvoir exercer leur art sur la base d'un consensus d'abord, mais surtout le respect absolu d'un principe. Ce principe, c'est que le pouvoir appartient à la reine et le roi règne mais ne gouverne pas, et l'art du gouvernement appartient au Parlement, dont le Premier ministre est le chef de la majorité. Et cette règle-là, elle est intangible. La notion de double mandat intangible, elle est née aux États-Unis. Et à l'exception de Franklin Roosevelt, il n'y a jamais eu aucun président américain qui a fait plus de 2 mandats. Et ça aussi, c'est ancré dans les mœurs, disons que c'est dans le disque dur de la pensée politique. Or, chez nous, c'est la raison pour laquelle je dis que, justement, imaginez, en Angleterre, le pouvoir appartient au roi, et même lorsqu'on est au fin fond du Zimbabwe, on exerce le pouvoir local au nom de la reine qui se trouve à Londres. Et justement, c'est tout l'art du système anglais se trouve dans l'exercice du pouvoir local. Et c'est la raison pour laquelle l'Angleterre a sécrété, pendant la période coloniale, en Inde, en Afrique, et partout, même dans les... L'indirect rule. Absolument. L'administration indirecte. Et surtout, le local empowerment. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un encadrement local qui a été promu au plus haut niveau. Le système français nous envoyait toujours des gouverneurs. L'État français, il est jacobin, il est centralisateur, justement, il est réticent à la décentralisation. Donc, vous voyez que les constitutions et à la délégation du pouvoir. Les constitutions que nous avons, qui sont d'essence française de la Ve République, sont forcément un carcan qui conditionne la pensée politique. Et donc, ce constitutionnalisme francophone dont vous parlez, il est totalement sur les rails de la Constitution française. Et l'esprit dans lequel cette Constitution a été, on va dire, formée, codifie et conditionne la façon dont nous concevons nous-mêmes le régime constitutionnel dans lequel nous sommes. Alors, est-ce que l'échec, d'une certaine manière, de la greffe constitutionnaliste qui a été opérée dans les années 90 n'est pas dû également à l'absence de mœurs démocratiques dans nos pays? Totalement. Parce qu'il y a une vision, il y a une tradition. Nous sommes des héritiers de royauté, de chefferie, où la pratique démocratique, ce n'est pas quelque chose de spontané chez les Africains. Bien. Alors, vous dites quelque chose qui est excellent. Vous savez, souvent, on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans nos mœurs, nous avons des chefferies qui n'ont rien de démocratique. Et pourtant, on les respecte, ils ont un pouvoir véritable et ils sont révérés. Regardez, quand il y a 2 ans,
même l'année dernière, quand il y a eu une crise au Burkina Faso, tous les acteurs sont allés voir le Moronaba. Le Moronaba. Quel Le est le chef pouvoir suprême constitutionnel du Moronaba? Aucun. Et pourtant, tous les acteurs politiques lui reconnaissent l'onction. Un pouvoir traditionnel, symbolique. Et une onction. Et cette onction-là, ils l'ont tous recherchée. Pourquoi? Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas là-dedans la possibilité d'un syncrétisme politique qu'on devrait rechercher et qui pourrait, chez nous aussi, enfin au Togo, au Bénin, nous permettre, sans ultra-codification, créer, on va dire, des mœurs constitutionnelles sui generis. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, on est dans la copie et ça ne marche pas. Il faut que nous arrivions nous-mêmes à trouver le génie politique africain, le génie politique de chacune de nos nations, et à partir de là, proposer notre modus vivendi politique qui se démarque de la loi des partis, qui se démarque d'un constitutionnalisme étroit, borné, et qui devient un carcan taillé dans le marbre, au final, qui n'est même pas respecté par les acteurs politiques. Parce que, regardez, au Bénin par exemple, je parle là du problème de la désacralisation de la loi fondamentale qui est la Constitution. Au Bénin, le poste de Premier ministre n'existait pas dans la Constitution. Et pourtant, on l'a créé. Et on a toujours fait comme si c'était normal d'avoir un Premier ministre. Il n'a aucun rôle constitutionnel. Dans notre Constitution togolaise, il y a un Sénat. Mais si vous connaissez un sénateur togolais, présentez-le-moi. Ça n'existe pas. Bon, alors, cette Constitution togolaise, elle a quand même 24 ans d'existence. Et on n'a toujours pas trouvé l'utilité de créer le Sénat et de le faire fonctionner. Donc vous voyez qu'on est finalement dans la fiction juridique. On a une constitution que personne ne respecte parce que, finalement, est-ce qu'elle est si respectable que ça? C'est la question que je pose. Ce n'est pas moi qui la foulerai aux pieds, mais je vois que quotidiennement elle est foulée aux pieds parce qu'elle comporte des dispositions qui, d'après moi, sont essentielles parce que la constitution, elle est au-dessus de toutes les lois. Et on ne la respecte pas. Et personne ne s'en plaint. Vous voyez? Parlons du contexte particulier togolais. La constitution du 24 octobre 92 est idolâtrée par un certain nombre d'acteurs politiques au Togo qui appellent au retour de cette constitution-là comme étant la panacée à tous les problèmes que connaît le pays. Mais à cette étape de notre discussion, est-ce que vous pensez que nous devons régénérer une nouvelle vie constitutionnelle, comme vous l'avez dit, sui generis, qui s'inspire des traditions, mais est-ce que la rupture fondamentale avec les tares du modèle français ne serait pas une bonne étape à suivre? Totalement. Vous savez, on parlait des tares du système français parce que nous les avons par trop photocopiés. Eh bien, essayons d'identifier quels sont ces tares, essayons de voir entre nous, Togolais, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer. Et à partir de ce moment-là, je dirais, essayons à tout le moins de rebattre les cartes et de voir quelles sont les lacunes fondamentales de ce texte et ayons le courage de le discuter, enfin d'en discuter les mérites et de rejeter complètement les défauts. Mais on n'a pas ce courage-là. Ceux qui le sacralisent, le font la Constitution de 92 le font à des fins purement politiques, parce que ils considèrent que cette Constitution a été l'œuvre d'une partie de la classe politique qui revendique une légitimité qui lui est déniée par ceux qui gouvernent actuellement. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent que ce soit celle-là plutôt qu'une autre. Le problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a trop focalisé sur le mandat présidentiel. Et finalement, y compris même le mode de scrutin, parce que nous avons un scrutin à un tour, c'est une hérésie démocratique, un scrutin à un tour. Ça veut dire, mon cher ami, que si vous avez seulement 10% de l'électorat qui se déplace, et que le devancier, enfin, celui qui a le plus fort taux, à 18%, il est président de tous les Togolais, quand seulement 10% sont allés voter. Vous voyez, il faut revendiquer à ce moment-là la démocratie totale, c'est-à-dire qu'on ait un code électoral qui exige que tout le monde, absolument tout le monde aille voter,
Que voter devienne un droit autant qu'un devoir. Non, un devoir principalement, avant d'être un droit. Parce que je pense que le minimum que nous devons à ce pays, c'est de participer un tout petit peu à son devenir. Je suis fatigué que l'on dise la terre de nos aïeux. Moi, je ne veux plus qu'on parle de la terre de nos aïeux. Je veux qu'on parle de la terre de mes enfants et celle que je vais laisser à mes petits-enfants. Et pas de mes aïeux. Mes aïeux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais nous sommes là aujourd'hui à dire tout le temps qu'il s'agit de la terre de nos aïeux et nous ne faisons rien pour respecter la volonté de nos aïeux, qui est de nous confier le devenir de cette terre en nous demandant de la préserver. Alors, le constat, je pense que vous l'avez fait, le constitutionnalisme des années 90, c'est un échec complet. Total. Alors aujourd'hui, à quoi servent nos constitutions? Ce sont des torchons chics ou des paillassons pour ceux qui ne veulent pas, des paillassons sur lesquels les gens s'essuient les pieds un peu quand ils veulent les fouler sans vergogne un peu. Je suis tenté de vous dire les deux, mon colonel. Les deux, parce que ce sont des tests qu'on a toujours foulés aux pieds. À chaque fois, pour des raisons de convenance politique, on les a complètement distordus, on les a pervertis pour servir une seule cause, la survie d'un régime, que ce soit au Togo, au Congo, au Djibouti, au Tchad. C'est toujours le même phénomène qui est à l'œuvre. Alors vous voyez, aujourd'hui, qu'on m'explique pourquoi on attend toujours, quand on est en fin de parcours du mandat ultime, constitutionnellement, que l'on décide de modifier la règle du jeu. Et à chaque fois, ceux qui le font par voie référendaire savent très bien, c'est la raison pour laquelle j'en appelle à une participation totale, pour moi c'est la démocratie totale, ils savent très bien que très peu de gens vont se déplacer. Ils savent très bien que c'est organisé dans des conditions où le corps électoral est fatigué, est tellement fatigué qu'il en est devenu apathique. Et donc, dans cette apathie, il ne vote pas. Il n'a aucune appétence pour la chose politique. Et alors, à ce moment-là, on va dire, on l'a fait par référendum. Vous vous rendez compte? 96% ont voté. Mais quand on voit les 96% et qu'on sait que c'est seulement 30% du corps électoral, ça vaut quoi, 93%? Alors, une constitution, ça se révise quand même. Oui, heureusement que ça se révise. Mais on parlait de la Constitution française de 1958. Elle-même est une révision de la Constitution de 1946, qui elle-même était une révision de la Constitution de la Deuxième République française, pardon, de la Troisième République française. Donc vous voyez qu'à chaque fois, la réalité politique... Alors, quel est le modus operandi pour effectuer une réforme constitutionnelle qui satisfasse toutes les parties? Une réforme constitutionnelle crédible. Le modus operandi, vous voulez dire. Ça, le modus operandi, pour moi, ce serait plutôt les modalités de révision. C'est-à-dire, quand on nous dit que deux tiers du Parlement peuvent, la plupart du temps, oui. Vous allez voir qu'à peu près... Dans l'espace francophone, en tout cas. 2 tiers du Parlement suffisent. Et que l'on sait que dans la plupart des cas, les 2 tiers sont déjà garantis au pouvoir en place par le parti majoritaire, qui est acquis au pouvoir en place, à qui on ne peut tout demander, vous avez à chaque fois une révision constitutionnelle à la convenance de celui qui gouverne. C'est la raison pour laquelle, je dis, même, vous voyez, dans le mode de représentation, il est possible d'imaginer un mixte, un régime mixte, c'est-à-dire une partie du Parlement qui est issue du suffrage universel et une autre partie qui est issue du suffrage indirect. Par exemple, des gens qui sont désignés, qui sont nommés au Parlement pour un seul mandat, limité, et qu'ils vont faire ce mandat et s'en vont. Ça permettra d'avoir on va dire des éléments charnières. Ça permettra de faire bouger la majorité. Et on aura de véritables majorités parlementaires. Donc, ça veut dire revitaliser la vie démocratique dans le Parlement. Exactement, parce que sinon, les parlements qu'on a, en règle générale, c'est le parti majoritaire qui gagne toujours, et le parti majoritaire est le parti du chef, et qu'est-ce que vous voulez refuser au chef? Et on nous dit que c'est ce Parlement-là qui a fait la révision de la Constitution. Autant dire que c'est le chef de l'État qui a signé la révision de la Constitution tout seul dans son bureau. C'est la même chose. C'est une tartufferie permanente. Et je pense qu'il faut sortir de ce jeu-là en relégitimant le Parlement. Relégitimer le Parlement, ça ne veut pas dire que nécessairement que tous les parlementaires sont élus. On peut avoir des parlementaires qui sont issus de la société civile, des professeurs d'université, des infirmiers, des syndicalistes, qui sont des parlementaires nommés pour un temps donné.
Et ça peut être 1 an. Après, ils s'en vont. Alors. C'est un devoir qu'on doit à la nation. Alors, et quels sont les types de verrous qu'on puisse imaginer pour sacraliser, vous avez employé ce mot, sacraliser les constitutions? Parce qu'on se rend compte que l'échelon national ne suffit pas. Est-ce qu'il faut aller vers des échelons plus... Supranational. Oui, supranational. Je pense aux organisations sous-régionales ou à l'Union africaine, peut-être. Oui, écoutez, alors, vous faites bien de parler d'organisations sous-régionales ou d'Union africaine. Je ne serai pas ennemi d'un système qui considère que dans l'Union africaine constitue un tout supranational à l'intérieur duquel chaque État représente un pouvoir local, fédéral. Un gouvernorat un peu. Un gouvernorat. Parce que, en réalité, je pense que ça serait là, pour le coup, une façon d'affirmer l'unité africaine dans le vécu quotidien de l'action politique. Parce que L'Union africaine qui défend les peuples. absolument, Plutôt que l'union les des dirigeants. peuples plutôt que l'union des dirigeants. Ça, c'est un point principal sur lequel je voudrais insister. Pourquoi? Lorsque, par exemple, l'arbitre du conflit constitutionnel ne sera plus quelqu'un qui sera suspect de partialité par rapport au pouvoir, alors nous aurons des cours constitutionnels qui auront une véritable légitimité. Entre nous, sans faire offense à personne, nulle part. Et dans nos pays, on a l'impression que la Cour constitutionnelle, elle existe une fois tous les 4 ans ou 5 ans pour dire le président a gagné. Et on attend la prochaine élection présidentielle pour ressortir, sorti de la naphtaline. Le président du Conseil constitutionnel qui vient lire le résultat des urnes que lui a passé un président de CENI qui lui-même est un homme lige. Et il nous dit, ben voilà, moi j'ai entériné le résultat sorti des urnes tel qu'il m'a été confié par le président de la CENI. Attention quand même, et la vie constitutionnelle, ce n'est pas uniquement les élections. La Constitution, c'est notre loi à tous. Et nous avons des droits fondamentaux qui sont garantis par la Constitution, que nous pouvons défendre tous les jours. Mais les modalités de la défense de nos droits n'existent pas, et c'est seulement à l'occasion des élections qu'on voit sortir le président du Conseil constitutionnel. Donc il faut peut-être mettre un verrou au niveau de la CEDEAO ou Par exemple, écoutez, il y a aussi des choses, je pense qu'on est sur des pistes de réflexion, entendons-nous bien. Parce que la CEDEAO a essayé depuis peu je ne dis d'harmoniser... pas qu'il s'agit de panacée universelle, mais regardez, lorsque vous commettez un crime, Radio Mahamadou, vous êtes jugé par un jury populaire, avec des juges qui sont tirés au sort. Et on leur confie votre vie. Ils peuvent vous condamner à perpétuité. Alors, quand il s'agit de la vie d'une nation, ces gens qui sont suffisamment intelligents, qui ne connaissent pas le droit, mais ce jour-là, ils disent le droit au nom du peuple togolais, et ils vous condamnent à perpétuité, parce que c'est écrit dans le code. Alors, s'ils sont intelligents pour pouvoir le faire, pourquoi ne le seraient-ils pas lorsqu'il s'agirait d'élections? On pourrait également penser à tirer au sort les juges du contentieux électoral, parmi des gens qui sont suffisamment instruits, bien évidemment, qui sont un minimum juristes, ça serait souhaitable, pour qu'ils analysent les faits et qu'ils voient s'ils sont en conformité avec le code électoral. Je pense que ça pourrait être bien. Ça va nous éviter cette guerre permanente où à chaque fois on va dire oui c'est la CENI est illégitime. On est fatigué de ça et nos démocraties sont complètement apathique. Et je vais finir sur cette question-là. Patrice Talon, le nouveau président élu du Bénin, propose la formule du mandat unique. Est-ce que cette formule-là ne serait pas très bonne à imposer au niveau continental? Bon, pourquoi pas? Mais moi, je ne serais pas mandat ennemi. unique non renouvelable. Oui, je ne serais pas ennemi de cela, mais ça voudrait dire que... en même temps, on peut négocier sur la durée du mandat. Oui, écoutez, si on dit un mandat unique de 7 ans, ça fait à peu près les 2 mandats du président Obama. Oui. C'est pas très grave, c'est très bien. Au contraire, Ali Bongo vient de faire 7 ans. Personne n'en est mort. Il a dirigé le Gabon vaille que vaille. Bon, il a envie de rempiler pour cette autre année. Oui, pourquoi pas le mandat unique de 7 ans. Mais si on avait... Vous voyez, le mandat unique, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réviser quand même pour avoir un bis.
repetita. Et c'est ça la crainte que j'ai. Vous voyez? Alors, on va finir sur vos craintes et sur vos propositions qui, j'espère, vont tomber dans les bonnes oreilles. Le débat est ouvert. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce numéro de décryptage. À très bientôt pour un nouveau numéro.